Du point de vue, je dirais, un petit peu historique, et les premiers marins à avoir été utilisés pour faire de l'infanterie, ce sont les marins de la garde impériale. Ah, oui. Ce premier empire, parce que eux, ils avaient d'abord été créés, mais comme des vrais marins, pour faire d'un travail de marin, sauf que au moment de la campagne d'Espagne, où ça ne s'est pas quand même bien passé, ils ont besoin de monde, et donc ils se sont retrouvés organisés en unités d'infanterie, et ils ont été au carton comme les autres. Voilà. Donc nos grands anciens, ça pourrait être ces marins de la garde impériale. Ouais. En plus, ils avaient fière allure quand même, parce que quand on voit leurs uniformes, ça avait de la gueule quand même. Avant, la partie, je dirais, marin à terre, enfin pour des opérations à terre, c'était des compagnies qui étaient recrutées dans les ports et qui avaient comme mission d'être embarquées sur les bateaux pour des opérations dans les contrées lointaines. Donc ils étaient embarqués et ils servaient en fonction des besoins. La difficulté, c'était que ce n'étaient pas des marins, donc sur un bateau, ils ne savaient pas faire grand-chose, mais par contre, il fallait les nourrir. Alors la question de la nourriture, pour les navires qui n'avaient pas les moyens modernes d'aujourd'hui, c'était compliqué. Et donc ce schéma-là a duré depuis l'époque Richelieu, là aussi poussé par l'arrivée de la modernisation dans les armes, c'est-à-dire tout ce qui était mousqueterie, jusqu'au Second Empire, où là c'est l'arrivée massive de tout ce qui était mécanique pour la propulsion des navires, comme pour les armes. Il a fallu donc que la marine s'adapte à cette nouvelle technologie, donc elle a créé au sein des équipages des métiers, et donc qu'on appelle les spécialités de la marine, et elle a voulu aussi, du même coup, s'affranchir des compagnies de terriens qui étaient embarquées et qui étaient un petit peu compliquées à gérer. Et donc elle a créé des spécialistes du combat à terre pour encadrer une fraction de l'équipage quand il y avait des besoins d'opérations à terre. Voilà. Et donc ça a démarré en 1856 avec la création d'une école ici à Lorient, qui avait déjà un centre de formation pour les marins des ports. Et donc ils ont dit, voilà, à Lorient on installe l'école des apprentis fusiliers marins. Et donc ça démarre de là. Donc après, dans l'histoire, on va trouver le premier conflit 1870, on va trouver notamment pour la défense de Paris, mais pas que. Ils vont aussi, on va les trouver dans les armées de la Loire notamment. Et puis on va trouver, les armées de la Loire, c'était donc la région ouest de la France, et on va trouver beaucoup de Bretons et de Normands. Et les marins, la guerre de 70, c'était une guerre courte. Et donc la marine n'a pas eu un rôle majeur à jouer, puisque le temps étant très court, elle n'a pas eu le temps de s'atteler à toutes les opérations d'approvisionnement en matières premières et tout ça, puisque ça a été trop court dans le temps. Donc elle n'a pas eu un rôle majeur, tactique, important, et par contre elle avait des gens, des bras, donc ils les ont utilisés. Et donc dans l'armée de la Loire, on trouve des régiments de marins, mais là aussi, des marins de toute spécialité, comme pour la protection de Paris, avec, pour Paris, il y avait beaucoup de canons à gérer, donc il y a eu une majorité de canonniers, mais après, dans les autres, on trouvait des gens de toute spécialité, mais avec un encadrement, je dirais, militaire et tactique de fusiliers marins. C'est comme ça que ça s'est créé. Et c'est toujours comme ça aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, à bord des bateaux, il y a ce qu'on appelle les brigades de protection, donc c'est quelques fusiliers marins qui encadrent un morceau de l'équipage dédié aux opérations d'autoprotection du bateau. C'est pour ça que le terme fusilier marin, comme ça va être utilisé notamment pour la brigade Renard, dans un premier temps, il ne s'appelait que brigade de marins, mais ils vont prendre l'appellation brigade de fusiliers marins, même si au sein de cette brigade, il n'y avait pas que des fusiliers marins de spécialité. Mais ils vont prendre le nom, comme après ils vont le prendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Quand on parle de corps de débarquement avec des marins, ce sont des gens du bord, encadrés par des fusiliers marins. Donc il y a des sachants au milieu, et c'est comme ça que fonctionnent les troupes à terre de la marine. Voilà. Mais c'est voulu par la marine, pour s'affranchir
de ces compagnies de terriens qui étaient des poids morts sur les bateaux. Et puis donc la deuxième salle, là on rentre dans la partie historique, 1856, l'expansion coloniale, qui va de 1856, je dirais, jusqu'à la veille de la guerre de 14. Colonisation, donc l'expansion coloniale, la guerre de 70 et l'affaire des 55 jours de Pékin, qui était quand même une grande affaire marine pour nous, Français. Et ça aussi, ça a été la première grande épopée interalliée et interarmée. Puisque en France, on a créé un corps expéditionnaire pour aller leur prêter main forte, avec des gens qui étaient pris un petit peu des volontaires dans toutes les armes. Ah d'accord. Ah oui, en plus des marins, on a créé un corps expéditionnaire. Moi j'ai un grand-oncle qui a participé à ça. Et donc il était sergent-major dans un régiment de cavalerie. Et donc ils sont partis avec quelques groupes et puis ils ont formé un corps expéditionnaire. Ils sont partis, où est-ce qu'ils sont partis de l'ouest de la France, je crois que c'est de Nantes. Et enfin de plusieurs endroits. Et ils ont monté un corps expéditionnaire pour aller là-bas et leur prêter main forte. Voilà. Et ça a duré de 1900 jusqu'à mi-1901 à peu près. Et ils étaient nombreux ou à l'époque? Le nombre exact que j'ai pas, mais c'était quand même assez significatif. Ah ouais, c'était important. La première colonne, la colonne Seymour, a été arrêtée un petit peu avant les faubourgs de Pékin. Ça n'est pas arrivé au bout. Il a fallu qu'ils retournent parce qu'ils se sont fait quasi massacrer. Ils ont reconstitué un truc pour pouvoir venir. Donc ça a été compliqué l'affaire. Par contre, après, ça s'est un petit peu, je dirais, inversé, c'est-à-dire qu'ils ont quand même, il y a eu quelques massacres et tout ça, qui n'étaient pas franchement à la gloire des Alliés. Mais bon, je dirais que c'était aussi l'époque, nous on voit ça aussi nous aujourd'hui. Et à l'époque, les troupes vivaient sur, bien sûr. sur le pays. Donc forcément, avec des choses qui étaient aujourd'hui pas acceptables. Quoi. Mais bon, c'était une autre époque aussi. Mais il faut voir aussi que les Chinois ne faisaient pas de prisonniers. Les Chinois ne faisaient pas de la dentelle non plus, c'est sûr. Ils ne faisaient pas de prisonniers du tout. Ah non, il y a eu des massacres énormes parce que finalement l'affaire a débuté, ça a débuté doucement par le massacre des prêtres notamment et de la communauté catholique. C'était surtout ça. Donc au fur et à mesure que ça se faisait, ça se savait, parce que dans les communications, on peut les portables aujourd'hui. Et donc c'est mis en place justement avec les différentes marines occidentales, puisque tous les occidentaux étaient présents, donc, parce que c'était surtout au niveau économique. Et donc, petit à petit, est monté en puissance. Donc, les marines, parce que surtout les marines qui étaient présentes, il y avait quelques corps. En France, on avait les gens des régiments d'Afrique qui étaient là. Il y avait le 3e, comment il s'appelle, bataillon léger d'infanterie légère d'Afrique, Blima ou un nom comme ça. D'accord. Et puis, donc, ils sont montés en puissance petit à petit. Et puis, bon, quand on monte en puissance de chaque côté, ça finit toujours mal. Et donc à Pékin, le gouvernement plus légal jouait un petit peu le double rôle entre ces nationalistes qui eux montaient en puissance, les boxers, et puis les occidentaux, parce que c'était un petit peu, ils voulaient prendre tout sans rien payer, comme on dit. Et donc tout ça, ça montait en mayonnaise. Donc sans condamner franchement les nationalistes et sans porter franchement secours aux Occidentaux, jusqu'au moment où l'affrontement était inévitable, où finalement le gouvernement ne maîtrisait plus rien, notamment ces bandes armées. On est implanté sur l'Orient depuis le début, depuis 1858. D'abord, elle était installée sur des bateaux qui étaient mouillés dans le Scorff, en bas, de la rivière. L'Orient est confluent de rivières, le Blavet et le Scorff. Et donc le Scorff qui est là et le Blavet est de l'autre côté là-bas. Et donc il y avait des bateaux qui étaient mouillés, qui étaient à quai le long du Scorff. Donc les gens étaient logés à bord des bateaux, c'était marin, c'est quelque part un peu normal. Et ils faisaient bien sûr tout ce qui était exercice terrestre dans les champs autour, mais ils étaient logés sur les bateaux. Et ça fonctionnait, je dirais, jusqu'à la guerre de 14, entrecoupé quand même, guerre de 70, la formation s'arrête, tout le monde va à la guerre, et la formation reprend pareil.
En 14, même chose, la formation s'arrête. Toute l'école d'ailleurs est transférée dans la brigade Ronard et elle reprendra qu'en 19. Voilà. Toujours à Lorient. Pour la guerre 39-45, et ben là, ça s'arrête aussi, il n'y a plus de formation. Par contre, elle va reprendre en 45 en Algérie, qui était département français, au San Sirocco. Le San Sirocco, c'est dans la baie d'Alger. Hein, c'est de l'autre côté, on a un schéma simple. Hein. On a le Cap Matifou avec le San Sirocco ici et Alger est là. Et donc c'est complètement à l'opposé de la baie d'Alger. C'était un ancien lazaret qui avait été transformé entre les deux guerres en centre de formation maritime. C'est là où on regroupait les appelés pour faire ce qu'on appelle les classes, pour les appelés destinés à la marine. Donc c'était une implantation marine. Et dès 1943, au moment de la libération de l'Afrique du Nord, il va reprendre du service et là, ils vont former les gens pour aller dispatcher dans les différents régiments qui vont être créés à ce moment-là. Et donc, ça va devenir un centre de formation de fusiliers marins et qui va le rester jusqu'en 1962 finalement, au moment où la France quitte l'Algérie. Et là, du coup, ils vont revenir sur l'Orient, où dans un premier temps, on va reprendre le même schéma qu'au tout début. Les gens vont être logés sur un bateau à quai et ils feront l'exercice à terre. L'école, donc ça va être de 62 à 68. La nouvelle école est inaugurée en 68, sur le format d'aujourd'hui, quoi. Voilà un petit peu l'école, avec là les différentes activités principales des fusiliers marins. On trouve les honneurs, puisque c'est ça, l'entraînement au tir, la navigation, le combat corps à corps et le sport. Donc, qui sont les activités phares un petit peu du fusilier marin. Avec ici un petit tableau sur la partie sportive et les différentes activités sportives, puisque les fusiliers marins sont aussi chargés du maintien en forme des équipages et donc de la formation sportive et physique des équipages. Avec un monsieur qui s'appelle Georges Hébert, qui a fait partie des fusiliers marins et qui a laissé son nom à une méthode de sport qui s'appelle la méthode Georges Hébert, à base de méthodes naturelles. C'est-à-dire que lui, il utilisait tout ce qu'il y avait dans la nature pour travailler les différents muscles. Voilà. Le premier qui a homologué les parachutes à ouverture automatique, c'était un marin qui était sur les ballons aérostier, qui était sur les bâtons. Et donc, pendant ces longues heures de solitude là-haut, il dit si jamais je saute, est-ce que le parachute va pouvoir s'ouvrir avant que je sois en bas? Et donc, il a imaginé de l'accrocher au ballon de façon à tirer rapidement la voile hors du sac de parachute pour être sûr que ça s'ouvre avant d'être au sol. Parce que le parachute en lui-même existait, mais il n'y avait pas d'ouverture de système, c'était ouverture commandée, quoi. Il n'y avait pas d'ouverture automatique. Donc, c'est lui, et il a fait breveter le système et tout ça. Donc, il a fait un certain nombre de sauts de démonstration pour faire valider son système. C'était un manœuvrier de spécialité, donc qui était la guerre de 14. Et donc, il avait imaginé une sangle d'ouverture automatique, donc une sangle qui était un bout à l'époque, qui est maintenant remplacée par une sangle nylon, mais on est sur le même principe. Amusant. D'ailleurs, il y a toujours dans la formation des marines, il y a toujours des parachutes. Ah bah oui. C'est depuis la création des commandos, parce qu'au départ, les commandos n'étaient pas para de la marine, je pense. Ils ont été para que quand ils ont créé Hubert en 1948. Donc là, on est sur la période entre deux guerres. Là, c'est un mousqueton. Commando Hubert, c'est ça? Commando Hubert, qui était le dernier, enfin, pas le dernier créé, parce que le dernier créé, c'est Conjardier, mais de l'époque post-Seconde Guerre mondiale, c'est Hubert le dernier créé. Il a d'abord été commando spécialisé para, et en 1952, il est passé nageur de combat. Sur le modèle des nageurs de combat italiens. En 1970, ça va être la première fois qu'on va utiliser les marins pour la guerre de Paris. Et en 1914, on va reprendre le même schéma. Et donc, on va former une brigade de marins, puisque là aussi, pour les mêmes raisons qu'en 1970, au départ, la marine n'est pas forcément partie prenante dans le conflit, puisque c'est des conflits terrestres. La marine n'intervient que pour tout ce qui est approvisionnement, protection. Et puis, plus le conflit dure, plus ça s'étend, et plus les marines vont avoir de l'importance. Et d'ailleurs, la guerre de 14 va être gagnée ou perdue pour les Allemands grâce ou à cause des marines, parce que finalement, la guerre va s'arrêter
pour les Allemands parce qu'ils sont complètement asphyxiés. Et ils sont asphyxiés par les marines occidentales. Enfin, les marines qui étaient dans les forces opposées. Ouais. Donc c'est un peu grâce à la marine. Mais dans un premier temps, ils ne sont pas utilisés. D'accord. Et donc c'est pour ça que la brigade de Ronarc'h, elle va être constituée de tous les marins qu'on récupère à Brest qui ne sont pas directement liés au conflit. Les armées de terre, elles sont toutes parties sur le front de l'Est, mais il faut du monde pour garder Paris. Et donc on donne comme mission à Ronarc'h de garder Paris. Sauf que les Belges sont bousculés dans le nord, puisque les Allemands cherchaient à avoir des implantations sur la mer, qu'on appelle la course à la mer. Et donc, les Belges bousculés, il faut du monde, mais il n'y a personne d'autre, donc les marins, hop, direction Sio, en avant pour Dixmude. Donc ils vont monter à marche forcée sur Dixmude. Donc ce sont des gens des équipages, il y a des marins de toutes spécialités. On va trouver des canonniers, mais on va trouver des manœuvriers, on va trouver des timoniers, des navigateurs, un petit peu de tout. Ils vont monter à Dixmude avec commission de tenir 4 jours pour que l'armée belge puisse se replier en bon ordre. Ils vont tenir 3 semaines et demie, mais au prix de près de 1400 morts. Voilà. La brigade, donc une brigade, c'était à peu près 6400 personnes. Sur les 6400 personnes, à peu près 1400 de spécialités de fusiliers marins, les autres étant des marins de toutes spécialités. Et donc cette brigade va servir dans la région de Dixmude, d'ailleurs elle va rester tout le temps là, de août 14 à novembre 1915. En novembre, le conflit durant, la marine va récupérer une partie de ses troupes pour armer ses bateaux, parce qu'elle a besoin du monde, parce que la guerre sur mer s'intensifie. Et donc du format brigade, 6400 personnes, elle va passer à peu près à la moitié avec un format bataillon. Et là par contre va rester un maximum de fusiliers marins. Et donc toute la période 14, finalement, ils ont œuvré dans le même secteur, à tel point que les Belges, ils ont des grands musées à Dixmude et à Melle à côté, qui retracent l'épopée des fusiliers marins chez eux. Ils ont gardé des souvenirs énormes. Et on a toujours des liaisons avec les gens de Dixmude, parce qu'il faut savoir que Dixmude est jumelé avec Pleumeur, qui est une ville à côté de Lorient. Et donc, à l'occasion du centenaire, ils sont venus l'année d'après ici, et ils nous ont remis de la terre des Flandres. La bourgmestre est venue, ils nous ont remis de la terre des Flandres pour rappeler un petit peu le souvenir des combats de nos anciens marins. On a un bonnet de marin avec des galons d'enseigne de vaisseau, parce que ils se sont rendus compte rapidement que les tireurs d'élite en face tuaient d'abord ceux qui avaient des casquettes, qui étaient les chefs. Donc tout le monde mettait le bonnet, mais ils avaient juste les galons comme ça. Et puis dans les choses à remarquer ici, les engins qu'on a ici, qui sont des mitrailleuses allemandes, et je dirais cet aspect-là, c'est-à-dire que les Allemands étaient dotés d'engins de ce type, et nous pas. Et surtout, on avait gardé des tactiques de combat qui étaient issues de celles du Second Empire, où les gens montaient en ligne. Donc face avec des engins comme ça, forcément, ça faisait des bilans énormes. Et là, la brigade, donc, en un an de fonctionnement, à peu près, d'août 14 à novembre 1915, elle a été entièrement reconstituée. C'est-à-dire qu'ils ont perdu, entre les tués, les blessés, les prisonniers disparus, 6400 personnes. C'est-à-dire que c'est quand même des bilans, Dieu merci, qu'on n'a pas retrouvés depuis. Où il y a eu des journées où il y avait 10-15 000 morts. Aujourd'hui, ça paraît impensable. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Il est monté avec une délégation. Bon, ça, c'est des objets qui faisaient partie de la trousse du soldat de l'époque. C'est souvent un petit peu un moment de réflexion pour les gens en disant mais à quoi ça pouvait servir ces trucs-là. Donc ça, c'était un outil qui permettait de briquer les boutons de la capote sans salir le drap. Si on passe les boutons dans le trou, on tire, puis on peut frotter son bouton, on ne salit pas le tissu. Et puis la petite truc à côté, c'est un ustensile de couture dans lequel dans chaque cran on a une couleur différente, et puis la manche dévisse, et puis dedans il y a les aiguilles. Voilà, c'était la trousse de premier secours. Sur la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas
d'unités de fusiliers marins constituées en temps de paix. D'accord. En 14, enfin la brigade, et qui devient le bataillon, en 19, ils sont dissous, les fusiliers marins retournent sur leur navire. Il n'y a pas d'unité de fusiliers marins. Et donc, au moment de la déclaration de guerre en 1939, il n'y a pas d'unité de fusiliers marins. Il y a juste un petit groupe d'honneur qui est donc attaché au chef d'état-major de la marine et qui assure les honneurs quand il y a des cérémonies importantes. Voilà. C'est tout ce qu'il y a comme unité de fusiliers marins. Les autres, ils sont sur les bateaux et ils encadrent les équipages. Donc, au moment de l'armistice, en 1940, les marins, parce qu'ils sont répartis un petit peu partout dans le monde, vont être sûrement ceux qui vont entendre le plus l'appel du général de Gaulle. C'est pour ça qu'on va retrouver un groupe relativement important de marins à Londres dès 1940. Parce que d'abord, ils sont plus loin. En plus, ce sont des marins, donc souvent, ils ont plus de moyens que les terriens pour pouvoir se rendre en Angleterre. Et en plus, il y en a beaucoup, ils sont dans les colonies à droite à gauche. Et donc, c'est plus facile pour eux, peut-être, de rejoindre l'Angleterre. Et donc, en 1940, va être créé le bataillon des fusiliers marins de la France libre. Donc, c'est eux qui vont suivre de Gaulle quasiment tout le temps. Donc, eux, ils vont faire toute la reconquête de l'Afrique par de Gaulle, avec des combats, je dirais, fratricides contre des Français qui sont restés fidèles à Vichy. Donc ça a été un petit peu compliqué, donc avec l'affaire de Dakar notamment, mais aussi les combats en Syrie, au Liban, entre Français. Hein. Et en 1943, au moment de la libération de l'Afrique du Nord par les Alliés, donc ils vont devenir régiment, premier RFM. Ils vont faire la campagne d'Italie, le débarquement en Provence et la libération du territoire national, donc la remontée des vallées d'Aube, avec la colonne de l'Âtre. Finalement, parce qu'ils vont se rejoindre avec la 2e DB dans les Vosges, ils vont repartir pour, à la fin de la guerre, être libérés le nord de l'Italie. Ils vont terminer au massif de l'Authion. Donc eux vont participer aux grands engagements de la période africaine, y compris Bir Hakeim, qui a été le premier finalement revers de Rommel sur la campagne d'Afrique du Nord. Et le premier commandant, donc Détroyat, va être tué par un autre Français dans les combats de Syrie. Voilà. Mézé, c'est un quartier de Damas. Donc c'est eux qui vont faire la campagne la plus longue, puisque eux vont démarrer dès 1940 quasiment. Ils vont faire toute l'Afrique, ils vont bouffer du kilomètre, et ils vont terminer donc dans le nord de l'Italie, au massif de l'Authion. Voilà. Eux qui font la campagne la plus longue. Parallèlement, on va trouver un autre groupe de Français qui va être sous la coupe de Kieffer et qui va devenir le bataillon des fusiliers marins commando, qui eux vont assurer donc les missions de préparation au débarquement de Normandie, qui vont être les seuls Français à débarquer le 6 juin 1944. Ils vont débarquer à Ouistreham. Et donc, eux vont travailler essentiellement en Angleterre. Ils vont faire le débarquement de Normandie, la bataille de Normandie, qui, contrairement à ce qu'on pense, ça n'a pas été que le 6 juin. Hein. Ça a été un mois et demi, ça a été compliqué. Ils vont être, après cette bataille de Normandie, ils vont être retirés du front, ils vont se réorganiser, ils vont partir en Hollande pour la libération du port d'Anvers. Et notamment les opérations sur l'île de Walcheren, qui bouche finalement l'embouchure de l'Escaut qui donne sur l'eau. Il y aura une autre unité qui va être constituée en 1943 également, un peu sur le modèle du RFM, mais qui va être carrément un régiment blindé, donc ils vont être sur les chars. Et eux, ils vont participer à la libération de la France avec la colonne Leclerc, puisqu'ils vont débarquer donc en Normandie, presque à la fin de la bataille de Normandie, en août, début août. Ils vont faire la libération de Paris, libération de Strasbourg, et ils vont terminer à Berchtesgaden, en idée de Hitler. Voilà. Et puis en 1944, il y aura une autre unité de fusiliers marins qui va être constituée, alors là à base de résistants, FFI-FTP, avec l'objectif c'était de garder les poches, notamment de l'Atlantique. L'autre aspect, c'était surtout pour encadrer tous ces gens qui étaient dans la nature et en armes, et qu'il était temps de remettre un petit peu dans les clous. Ouais. Et là, on a aussi quelques groupes de marins avec le groupe de parachutistes de la marine, dont je vais parler avec Ponchardier,
qui va jouer les SAS pour le débarquement en Provence. Et puis la compagnie de reconnaissance de la première division coloniale, qui c'était un groupe qui venait d'Extrême-Orient, qu'on appelle la compagnie Merlet, du nom de son chef, dans lequel on va trouver des gens comme l'enseigne de vaisseau de Montfort, qui va être tué au début de l'Indochine. Et celui qui va succéder à Merlet, c'est le capitaine de frégate Robert, qui va donner son nom au commandant. L'archétype finalement des fusiliers marins de l'époque, c'est-à-dire qu'il a fait toute la campagne du bataillon des fusiliers marins de la France libre, puis RFM, et c'est un manœuvrier de spécialité. Ah ouais. Donc, par extension, on appelle ça des unités de fusiliers marins, mais en fait, ce sont des unités de marins dans lesquelles on trouve des gens de toutes spécialités encadrés par des fusiliers. On est complètement dans le fonctionnement voulu de la marine. Et ce brave homme est toujours vivant. Il a 103 ans et il est pensionnaire aux Invalides. Et donc ça, c'est le drapeau du RFM. Celui-là, on nous l'a laissé, comme ça. Aujourd'hui, on rigole, mais il y avait une animosité très forte entre ceux qui avaient choisi la voie de Gaulle dès le départ et ceux qui ont rallié plus tard. Au régiment de fusiliers marins qui sera sur les chars, le RBFM, ce seront des gens, pour l'essentiel, étaient fidèles à Vichy au départ, qui ont rallié qu'au moment de la libération de l'Afrique du Nord, dont certains avaient même été prisonniers des Anglais au moment de l'affaire de Madagascar. Madagascar, ça s'est passé un peu comme à Mers-el-Kébir. C'est-à-dire que les Anglais ont envahi et il y a eu des combats contre les Anglais. Donc les Français, quand ils étaient là, ils ont été prisonniers, ils ont été ramenés en Angleterre, ils ont été prisonniers 1 an en Angleterre avant de rejoindre la bande à De Gaulle. Donc ils avaient aussi gardé une certaine animosité vis-à-vis des Anglais, qu'on peut comprendre. Et donc De Gaulle, pour les RBFM, donc en 1943, ils ont fait un régiment qui voulait donc sur le même format que le RFM, mais bon, il y avait besoin de chars, donc ils ont dit, eh ben les marins, on va les mettre sur des chars. Et il a confié ça à qui? À Leclerc. Leclerc qui était un vrai cavalier, donc un homme de char, et en plus un de ses premiers collaborateurs, qu'il a suivi De Gaulle dès le départ. Donc prendre des mecs qui venaient de Vichy, qui étaient des marins, sur des chars, c'était quand même beaucoup. À tel point que les unités de fusiliers marins ont toujours pris, je dirais, comme référence les fusiliers marins de Dixmude. Toute unité de fusiliers marins arborait la fourragère rouge des marins de Dixmude. Et bien Leclerc a dit, vous n'avez pas le droit de porter ça, vous n'avez pas fait vos preuves, vous êtes des gens qui arrivent en retard à la bagarre, vous ne méritez pas la fourragère rouge. Il a fait retirer la fourragère rouge, il leur a redonné qu'après la libération de Paris. Sauf que les marins, ce sont des débrouillards, et on les a mis sur des chars, ils ont été piqués des lunettes de visée sur les bateaux, comme on a les lunettes de visée là qu'ils avaient sur les bateaux, et ils les ont bricolés pour les monter sur les chars, ce qui leur permettait d'acquérir les cibles plus tôt que leurs camarades de l'armée de terre, et du coup ils étaient meilleurs. Donc Leclerc a fini quand même par reconnaître que le marin était quand même pas si mauvais que ça. Et du coup, au moment où Leclerc a été en Indochine, eh ben, il s'est beaucoup entouré de marins. Et dans les gens un peu connus du grand public, au RFM, on avait Alain Savary, qui a été ministre de l'Éducation nationale, et au RBFM, donc indépendamment de Jean Gabin, on avait aussi le fils à De Gaulle, qui était enseigne, et qui a été au RBFM, qui a fait quasiment toute la campagne au RBFM. Et là, on a une photo un petit peu d'anthologie, parce que le père qui embrasse le fils au moment de se revoit à Paris, c'était pas trop dans les habitudes de la maison. Mais bon. Donc on retrouve les deux frères Ponchardier, là, dont celui qui était pilote de l'aéro, qui va être un des premiers, qui va être le premier à rentrer à Saïgon, que dès 1944, il va avoir l'intention de libérer l'Indochine du joug japonais, sauf qu'entre-temps, les Japonais vont disparaître. Donc il va créer un groupe qui sera mixte avec une partie de marins et une partie de l'armée de terre, qui étaient des gens anciennement premier RIC. Ils vont être un groupe de l'aéronaval, donc breveté par américain, plus un élément du premier RIC, régiment d'infanterie coloniale, qui eux étaient en Indochine et qui s'étaient réfugiés au moment du coup de force japonais
au sud de la Chine. Donc ils vont les récupérer et ils vont être le premier élément à rentrer à Saigon. Alors c'était un personnage assez haut en couleur. Il part parce que bon, il avait quand même la bataille de France, il a fait 4 ans de maquis en France, et ensuite il file pour aller libérer l'Indochine. Donc un mec qui en voulait un petit peu quand même. Et donc Thiers provoque, notamment à Saigon, il débarquait au carré officier naval, toujours très collé-monté. Hein. Tous les gens arrivaient en tenue en grand blanc et tout. Et lui, il sortait de la rivière torse nu en short et il déboulait là-bas tout cravate, rien que pour les embêter. Il convoquait la presse et puis il les recevait à poil en train de se baigner dans le ruisseau. Quoi. Donc, un personnage haut en couleur. Voilà. Mais par contre, il avait du bilan, hein, et donc Leclerc l'aimait beaucoup parce que lui, il était sur le terrain et il ne faisait pas non plus dans la demi-mesure. Et donc l'Indochine, qui va être directement issue de 1945, dans les régiments de fusiliers marins, donc les commandos vont être dissous en 1945. Le RFM va être dissous, il va rester qu'un élément de tradition qu'on va retrouver en Indochine. Le RBFM, lui, va laisser ses chars au 1er hussard et il va être embarqué avec le corps expéditionnaire français pour aller en Indochine. Et il va troquer les chars contre des engins nautiques, armés également de canons, et il va faire un petit peu le même travail, sauf qu'il a changé de vecteur de transport. Au lieu d'avoir un char, il a une pinasse. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la marine, donc on va avoir le BLMEO, qui va devenir le BMEO, bataillon léger de la marine en Extrême-Orient, qui va devenir bataillon de la marine en Extrême-Orient, dans lequel on trouve des formations fluviales de fusées marins, la partie nord, la partie sud. Donc c'est des dates qui correspondent à leur création. Et puis on va retrouver aussi des forces amphibies de la marine, nord et sud. Ils deviendront les DINASSO, nord et sud. DINASSO pour division navale d'assaut. Globalement, la marine en Indochine, compte tenu du caractère particulier de l'Indochine, où les axes de progression sont plus fluviaux ou maritimes que terrestres, et la marine va être mise à toutes les sauces. Et elle va servir un petit peu à tout, aussi bien pour envoyer les gens, pour les soutenir, pour les appuyer avec le feu, et pour toutes les opérations, il y avait besoin de la marine. Et donc, dans les unités qui nous intéressent, on va trouver dans la flottille fluviale du flux marin, donc le capitaine de frégate Jobert, qui aura succédé au lieutenant des vaisseaux Merlet, qui va être tué au début, enfin il va être blessé d'abord, grièvement, il va être amputé et finalement il mourra rapidement d'infection. On va trouver aussi 2 personnages qui vont laisser leur nom au commando, l'enseigne de vaisseau de Montfort et l'enseigne de vaisseau de Pinto-Antonio. Sinon, sur place là-bas, indépendamment des unités de fusiliers marins fluviales, on va trouver les commandos qui vont être recréés en 1947, toujours sur l'instigation de Kieffer. Donc il y aura 2 commandos en formation au centre Sirocco et 3 commandos sur le terrain en Indochine. Dont le commando François, sera décimé à la bataille de Ninh Binh en 1951. Et du coup, il ne sera jamais reformé. Donc c'est vrai que l'action commando se prêtait bien au terrain de là-bas. Petit groupe. Donc on va trouver là-bas sur le terrain Jobert, donc qui va prendre le nom de celui qui venait d'être tué. Le commando Montfort, même chose, et le commando François. François qui également va être tué au tout début de l'Indochine. Et donc, à l'heure de la bataille de Ninh Binh, en fait, ils ont été débarqués pour assurer de la reconnaissance du secteur. Un commando, c'est 60 personnes à peu près. Et il tombe au moment où Jap commençait à lancer son opération pour la campagne de Ri. Et donc, il y avait 2 bataillons en poste. Et donc, fatalement, ça a été un petit peu dur pour les 60 mecs. Et ils se sont retrouvés encerclés à Ninh Binh et ils ont fait une sortie en force. Donc, il y a un certain nombre qui ont disparu. Et puis, quelques-uns qui ont été faits prisonniers, dont une partie a été fusillée sur place. Non pas trop par méchanceté pure, mais par, je dirais, simple aspect technique, parce que c'est difficile de traîner des prisonniers. Donc, on les termine, c'est plus facile, quoi. Donc voilà. Et donc, dans certains de ces prisonniers, ils ont été une quinzaine à partir dans les camps. 4 sont revenus, dont un est toujours en vie. Et sinon, ils ont été une quinzaine à s'en sortir ce jour-là, sur les 60. Donc là, ça a été un petit peu dur. Donc là, le travail des DINASSO, quand on voit le nombre de fourragères et le nombre de palmes aux croix de guerre, c'est-à-dire qu'ils ont quand même bien combattu. Mais parce que, justement, comme le terrain était favorable à tout ce qui était navigation fluviale, ils ont été mis à toutes les sauces. Donc ils participaient à tout. Donc c'est vrai qu'ils ont un passé glorieux, fatalement.
Donc la marine quitte l'Indo en 1955. Et puis donc dès 52, ça commence à merder en Algérie. Et donc dans la foulée, en plus ils étaient sur zone, ils vont commencer à être utilisés en Algérie, avec une différence notable quand même. C'est qu'en Algérie, ce n'est pas la guerre, on est en maintien de l'ordre. Et donc les appelés vont être intégrés dans les unités de fusées marins. On va trouver notamment ce qu'on appelle les compagnies de protection. Donc c'était les compagnies de protection des ports. Donc c'est des gens qui, de toute spécialité, aussi encadrés par les fusées marins, et qui ont participé aux différentes patrouilles. Ensuite, il va être créé une formation particulière qui est la DBFM, demi-brigade de fusées marins, toujours sur l'initiative du brave Ponchardier. Et donc, ils vont être utilisés pour assurer la surveillance de la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Et donc, ils vont être répartis sur un certain nombre de postes et ils vont assurer beaucoup de la surveillance. La surveillance, c'est pas que prendre des jumelles, c'est aussi faire des patrouilles, des reconnaissances à droite à gauche. Donc, un travail dynamique, mais quand même, je dirais, un petit peu de fusées marins de base, donc qui ne demandent pas une grande connaissance technique. Et les commandos, eux, vont être utilisés soit au profit des DBFM, c'est-à-dire que quand eux trouvent des choses intéressantes, c'est eux qui interviennent, donc des actions plus dynamiques, soit dans le cadre d'opérations plus larges avec les autres unités de l'armée de terre. Donc les petites plaques que vous voyez là, c'est les plaques des gens qui ont été tués à la DBFM. Et donc la marine s'adapte à tout. Vous voyez, il y a même eu des pelotons à cheval à la DBFM. Les marins, ça s'adapte à tout. Et on a eu aussi des équipes de grottes, puisque les nationalistes utilisaient beaucoup les caches naturelles. Et donc pour aller les déloger, c'était pas une mince affaire. Donc, comme on dit, il fallait les avoir bien accrochés pour aller se glisser dans les boyaux comme ça, pour aller chercher les mecs qui t'attendaient avec un flingue au bout du fil. Ouais. En 1948 est créé donc le commando Hubert, qui deviendra nageur de combat en début 1953, sous l'impulsion d'un monsieur Riffaut, qui était leur premier commandant, mais aussi sous l'influence d'un autre monsieur qui s'appelait Bob Maloubier, vous avez peut-être entendu parler, qui a été un espion de Français au service de l'Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les commandos marines, dans ce conflit algérien, a participé à l'affaire de Suez, puisque les commandos sont entrés dans l'Indo en 1955, 54, 55, ça dépend des commandos. Et donc dans la foulée, ils ont été utilisés sur zone. Les 4 commandos classiques, je dirais, ont été utilisés. Hubert a d'abord été classique mais parachutiste, puis nageur de combat. Et donc pour l'affaire de Suez, ils ont fait le débarquement, mais comme chacun sait, on a gagné la guerre sur le terrain mais perdu sur le tapis vert. On a même été, dans notre grande sagesse et bonté, à laisser le commando Hubert pour assurer tout le déminage du canal. Ah ouais, hein. Aujourd'hui, dans le sens où on va trouver les fusées marins des compagnies de protection ou de la DBFM qui ont un travail plus statique de protection des points sensibles de marine, et les commandos des missions dynamiques. Et depuis 1962, on a repris un petit peu le même schéma. On va trouver les compagnies de fusées marins qui assurent la protection des points sensibles de marine. On les voit un petit peu répartis au niveau du territoire national, mais ça va aussi jusqu'au territoire d'outre-mer. Et on va trouver les commandos qui vont être utilisés dans toutes les missions dynamiques au profit de la marine dans un premier temps, jusque dans les années 90, où depuis, les commandos sont rattachés au commandement des opérations spéciales, qui est un organisme interarmé qui regroupe des gens de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. La particularité des commandos marines, c'est qu'on a été la seule unité, depuis l'Algérie, jusqu'à l'arrivée du FAMAS, à posséder un fusil d'assaut. L'armée française n'avait qu'un binomage entre fusil et PM, et les commandos marines avaient le 7 mai, qui était une arme espagnole, qui était une prise de guerre récupérée, donc qui était destinée aux nationalistes d'Algérie,
qui a été récupéré, il y a un navire qui a été arraisonné par la marine. La marine a gardé les armes et on était donc les seuls Français à être dotés d'un fusil d'assaut. Donc c'était un calibre 7,62, donc ça ramonait pas mal. Excellente arme, canon long. Mais bon, les commandos étant une petite unité, on a toujours eu des armes un petit peu en marge des grands marchés d'armes nationaux. Puis là, on a un PSM, propulseur sous-marin. C'est donc celui de la première génération, donc depuis ça s'est un petit peu amélioré. Et donc ça, c'est pas étanche, hein. Les gens ils sont en eau à l'intérieur, donc ils sont à deux, un pilote qui voit rien, et puis l'autre qui voit pas grand-chose derrière, mais donc il y a ce pilote aux instruments, mais ça leur permet de descendre quand même plus profond. Donc ça, ils sont branchés sur des bouteilles, et puis donc ils viennent à l'immersion qui correspond à leur activité, et là ils passent en oxy, ils laissent leur engin, ils prennent leur charge et tout ça. Ils vont faire leur manip, ils reviennent et ils font autre chose dans ce travers. Et ça, c'est arrimé au sous-marin, donc ça peut être aussi transporté par le sous-marin. Eh oui. Donc non, ça marche assez bien. Hein. Ça est fort utile, ça évite aussi faire des longues approches avec les palmes. Ouais, puis t'amener du matériel et tout ça, parce que là, ça a un poids.